Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons aller vers d'autres sphères, mais avant d'aller dans l'autre sphère, je ne l'ai pas fait dans les autres vidéos, mais je tiens quand même à vous préciser que vous pouvez retrouver toutes mes vidéos donc sur YouTube, sur la page Benoît Rambaud, donc n'hésitez pas à vous abonner, il y a des vidéos de toutes sortes, philosophiques, économiques, histoire, ça nous amène à penser plus haut et penser plus fort. Donc dans cette vidéo, nous allons aller aux origines de la politique, qui est une histoire de la cité humaine. Il y a des mots qu'on utilise tous les jours, sans trop savoir d'où ils viennent d'ailleurs. La politique, par exemple, on dit souvent qu'on n'en fait pas, qu'on ne veut pas en entendre parler. Et pourtant, on en fait tous quelque part. Parce que la politique, à la base, ce n'est pas les joutes verbales à la télévision ou les promesses de campagne. C'est bien plus ancien et bien plus profond. C'est une histoire humaine. Alors, on va prendre un instant et on va voyager, comme d'habitude, dans le temps pour comprendre d'où vient la politique, comment elle a évolué et pourquoi elle nous concerne tous et toutes, même quand elle semble nous ignorer. Le mot politique, c'est une racine grecque. Tout commence par la Grèce antique. Le mot politique vient du mot polis ou poli, la cité donc. Mais attention, la cité grecque, ce n'est pas juste un regroupement de maisons. C'est un projet de vivre ensemble, une organisation collective, un espace de débat et de décision. Et la politique, c'est ça à l'origine, c'est l'art de gérer la cité pour le bien commun. C'est une responsabilité partagée par un métier réservé à quelques-uns. Mais déjà à l'époque, seuls certains avaient le droit d'y participer. Les citoyens, les hommes libres nés sur place. Les femmes, les esclaves, les étrangers étaient exclus. Comme quoi, la politique a toujours eu un terrain de tension entre les idéaux et la réalité. Aristote, l'homme est un animal politique. Pour Aristote, la politique est naturelle. Il dit l'homme est un animal politique parce qu'il est fait pour vivre en société avec des règles, des institutions et une vision commune. Mais ce que dit Aristote également, et que l'on oublie parfois, c'est que sans la cité, l'homme n'est ni bête ni un dieu, mais un être incomplet. La politique n'est donc pas un luxe, c'est un besoin, un espace de maturation collective. Et déjà là, une première critique naît. Quand la politique se coupe de la vie réelle, elle cesse de nous faire grandir. De la République à l'Empire, le pouvoir se concentre. Quand Rome remplace la Grèce, la politique devient plus structurée. On crée des lois, des institutions et un Sénat. Mais on voit aussi apparaître une tendance, le pouvoir se concentre, la participation directe s'efface. Le citoyen devient spectateur et parfois un instrument. Et se glisse là du pouvoir partagé au pouvoir accaparé. On le reverra souvent dans l'histoire. C'est un vieux réflexe humain. Organisé pour mieux gouverner et parfois aussi gouverner sans rendre des comptes ou diviser pour mieux régner. C'est une citation plus connue. Le Moyen-Âge, le pouvoir devient sacré. Avec le Moyen-Âge, la politique s'efface derrière les religieux. Le pouvoir vient de Dieu. Le roi règne en droit divin. Le peuple obéit. La cité, le débat, le choix collectif, presque oublié. Mais derrière cette disparition apparente, les questions politiques ne meurent pas. Elles se déplacent et deviennent souterraines. Et parfois, quand elles ne peuvent plus s'exprimer, elles explosent. Quant à la Renaissance et la modernité, c'est un retour à la lucidité. Au XVIe siècle, on découvre les textes anciens et un homme ose briser un tabou. Machiavel. Il dit « La politique n'est pas une affaire d'idéaux, mais la réalité de stratégie et de pouvoir. » C'est choquant et pourtant Machiavel ne dit pas qu'il faut être cynique. Il dit qu'il faut être lucide. Celui qui dirige sans comprendre les rapports de force se fait dévorer. Mais c'est cette lucidité qui va devenir un double tranchant. Car si la politique devient seulement un jeu de pouvoir, alors on peut oublier les citoyens, les valeurs, les promesses. Et c'est un dilemme qu'on retrouve aujourd'hui, entre le réalisme politique et la recherche du sens, entre le calcul et la conviction. La Révolution française, le peuple se lève et la bourgeoisie prend la main. Le peuple gronde, les inégalités sont trop grandes, les impôts étouffent les pauvres, la monarchie vacille. On célèbre souvent cette révolution comme la victoire du peuple, mais on oublie parfois que c'est ce soulèvement qui a été aussi l'occasion pour une nouvelle classe sociale de prendre le pouvoir, et notamment la bourgeoisie. À l'époque, la société est divisée en 3 ordres, le clergé, la noblesse et le tiers-état, qui représentent 95% de la population.
Dans ce tiers-État, il y a des paysans, mais aussi des bourgeois, des avocats, des médecins, des commerçants et bien évidemment des banquiers. Ils sont éduqués, influents et riches, mais exclus du pouvoir politique. Et quand la monarchie est en crise, c'est eux qui prennent l'initiative, ils rompent avec les deux autres ordres qu'ils créent à l'Assemblée nationale. Ils rédigent la Déclaration des droits de l'homme, ils abolissent les privilèges, mais ils assurent aussi que le nouveau pouvoir leur appartienne. La monarchie s'effondre, mais ce n'est pas une égalité parfaite qui les a remplacés. C'est une nouvelle élite qui gouverne au nom du peuple, mais pas toujours avec lui. Et déjà, une question se pose. Le roi est tombé, mais le pouvoir a-t-il vraiment changé de main ? Le monde moderne, entre promesses et démocratie, la réalité institutionnelle. Au XIXe et au XXe siècle, les États se renforcent, les constitutions se multiplient, les institutions deviennent plus techniques, plus rigides. On vote, oui, mais le pouvoir devient aussi professionnel, bureaucratique et parfois opaque. Le citoyen, lui, devient un électeur passif, un pion qu'on mobilise au moment des élections, puis qu'on oublie après. Et pourtant, la politique devient l'expression continue de la volonté collective, pas seulement une case qu'on coche tous les 5 ans. Aujourd'hui, la crise de confiance a une soif de sens. On vit aujourd'hui un paradoxe. D'un côté, jamais les défis ont été aussi globaux, climat, inégalité, technologie, migration, identité, même si j'ai beaucoup de réserves pour le climat, des enjeux majeurs, tous politiques, et pourtant jamais la confiance envers les politiques n'a été aussi fragile. Pourquoi ? Parce que beaucoup sentent que les décisions sont prises loin d'eux, que les promesses se répètent, que les intérêts privés se glissent dans les débats publics. Mais malgré tout, autre chose émerge, des formes de nouvelles participations, plus locales, plus directes, plus inventives, des citoyens qui reprennent la parole, qui s'organisent, qui débattent autrement. C'est peut-être là, dans ces initiatives discrètes, que se cache le vrai renouveau politique, la vraie démocratie, le vrai démos kratos, le pouvoir au peuple. Je tiens à vous le rappeler. C'est ça que ça veut dire. Conclusion. Alors voilà, la politique, à l'origine de ce lien, c'est cette volonté fragile mais puissante de vivre ensemble, de se gouverner sans se dominer, de se décider sans s'exclure. C'est une vieille histoire mais qui reste inachevée. Et peut-être que notre défi aujourd'hui, ce n'est pas de la rejeter, mais de la réinventer. Pas contre les autres, mais avec eux. En se rassemblant peut-être. Non pas en rêvant d'un monde parfait, ça va être compliqué de nos jours, mais en améliorant celui qu'on a. Parce que la politique, en fin de compte, c'est pas une tour d'ivoire, c'est une table autour de laquelle on s'assoit, où chaque voix, chaque silence, chaque regard compte. Je vous souhaite une belle journée. Prenez soin de vous.